Rebonjour et bienvenue sur le podcast de Sur deux roues. Aujourd'hui, on reçoit Marie-Pierre Savard, une aventurière à vélo, et on parle de la Silk Road Mountain Race. Il s'agit d'une course d'ultracyclisme, et là après ça, la définition, on va laisser ça à Marie-Pierre, mais c'est à mi-chemin entre du gravel, mais il recommande d'avoir un mountain bike pour le faire, donc rendu là, c'est de l'aventure qui devient difficile à définir. Et tout ça se passe sur la route de la soie. Pour ceux qui n'écoutaient pas en histoire de secondaire 2, je vais vous faire un petit résumé. C'est un ancien réseau de routes commerciales qui reliait la Chine et l'Europe. Il y a belle lurette. Et la Silk Road Mountain Race traverse le Kyrgyzstan. Mais avant d'aller plus loin, je tiens à rappeler que le podcast est disponible sur toutes les plateformes de podcasting, que ce soit Spotify, Apple Podcast, YouTube, Amazon Podcast. Je vous invite à vous abonner afin de ne rien manquer et de laisser une note, idéalement 5 étoiles, afin de me donner un petit boost dans l'algorithme et permettre à d'autres passionnés de vélo de découvrir mon podcast. Sans plus tarder, allons parler à Marie-Pierre. Salut, Salut! ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, Yes! je suis content de te recevoir. Ben, ça fait plaisir. Merci pour l'invitation. Ah ben tout le plaisir est pour moi. J'avais vraiment hâte de te recevoir, tu sais, comme je pense que je t'avais écrit quand tu as annoncé que tu partais, tu sais, sur Instagram, puis j'étais vraiment excité parce que la route de la soie, je trouve que en tout cas, ça a l'air d'être une des plus belles routes au monde, fait que j'avais vraiment hâte de voir ton contenu, mais aussi de pouvoir t'inviter officiellement sur le podcast pour partager ton Ben, expérience. ça va me faire plaisir d'en parler avec toi. Puis, je sais pas quand est-ce que tu avais un plan, quand tu pensais la diffuser. Les inscriptions pour la course ouvrent le 6 décembre. Ok, cool. Tu sais, je sais pas si tu as vu aussi, là, j'ai fait déjà 2 podcasts. Mhm. Je me suis rendu compte, en fait, que les questions que tu vas me poser sont peut-être beaucoup plus techniques. Mais de toute façon, tu sais, dans le monde du vélo, tu sais, moi, genre, je sais qu'il y a entre dépendant des épisodes, 2 à 3 000 personnes qui écoutent l'épisode, mais tu sais, comme le nombre de cyclistes au Québec, je pense qu'on ne se pillera pas ses pieds avec le contenu podcast, là, ça devrait bien aller. Bon, super, super. Tant mieux pour ça. Excellent. Ouais, c'est ça. Moi, je fais un peu plus dans le technique parce que c'est comme mon gros. C'est ce qui m'intéresse le plus. Tu sais, je pense que j'ai pas fait des aventures aussi extraordinaires que celles que tu as faites. Mais tu sais, c'est toute la planification, tu sais, les types de sacs, etc. Je trouve que c'est quasiment aussi le fun que de le rouler, tu sais, de tout prévoir puis d'optimiser ton matériel. Fait que. Ben, puis je trouve que dans le cadre d'une préparation à une course comme ça, je trouve ça hyper pertinent de justement aborder l'aspect plus technique, pratico-pratique, parce que des fois, tu sais, on s'emporte, puis même dans des discussions avec d'autres, tu sais, mais au final, tu sais, ce qu'on veut, c'est savoir un peu plus qu'est-ce que l'autre personne elle a fait, tu sais, fait que c'est vraiment, je pense que ça peut être vraiment, ça peut faire œuvre utile à bien du monde. Puis, ben dans le fond, peut-être que tu peux commencer par nous parler de ton background de cycliste parce que je pense que ça prend une certaine progression avant d'arriver à faire le Silk Road. Oui, oui, je pense que ça prend une certaine progression parce que je me dis, si au final mon expérience a relativement si bien été que ça, entre guillemets, même si j'ai pas parvenu à la fin, on y reviendra, mais je pense que c'est vraiment mon expérience passée qui a fait en sorte que j'ai pu persévérer autant, tu sais. Mais étonnamment, mon expérience vient surtout du monde du cyclotourisme, du vélo d'aventure, de la découverte touristique du vélo. Tu sais. J'ai commencé le sport plus sérieusement, plus passionnément, je dirais, en 2011. Puis depuis, ça a vraiment transformé ma vie. Puis c'est ça, dès le départ, mes intérêts principaux, c'était vraiment cyclotourisme, puis me déplacer à vélo dans la vie de tous les jours, d'en faire mon moyen de transport principal aussi. Sinon, c'est ça, depuis 2011, ben, j'ai fait plusieurs voyages, mais principalement axés sur justement le hors-route, le gravel, les sentiers moins pavés. Puis, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus à l'ultracyclisme, je te dirais, vers 2020. Mhm. Euh,
je pense que c'est à ce moment-là aussi que j'ai eu l'impression que c'est devenu un petit peu plus connu là, dans ces années-là. Puis autour de la pandémie, peut-être qu'au Québec aussi, les gens cherchaient des plus gros défis à relever. Mais j'ai toujours été intéressée par l'ultracyclisme un peu de loin. J'ai jamais été quelqu'un qui a été vraiment là-dedans. J'ai jamais fait de compétition ou de course à mon plus jeune âge. Donc je pense que finalement, avant la Silk Road, j'avais fait comme course, si je peux dire entre guillemets, ou événement de longue distance. J'avais fait le Log Driver Waltz 2 ans auparavant. J'ai fait quelques sorties avec le Club vélo randonneur du Québec, puis j'avais fait un ultra défi 500 km, mais ça s'arrête là. Fait que je savais avec quel handicap aussi je partais pour la Silk Road Mountain Race. Très cool, très cool. Puis justement, tu sais, la Silk Road Bike Race, c'est quoi exactement? Est-ce que tu veux le résumer pour les gens qui ne savent pas encore c'est quoi? Oui, exactement. Dans le fond, la Silk Road Mountain Race, c'est d'abord apparemment une des courses les plus difficiles du monde de l'ultracyclisme. C'est la réputation de cette course-là. Pourquoi? Parce que c'est une course évidemment qui se déroule en complète autonomie. Ça se déroule dans les montagnes du Kyrgyzstan, en Asie centrale. Donc, dans un pays assez rural, assez reculé, dont on connaît peu de choses, en fait, ce qui amène une difficulté supplémentaire. Puis, c'est une course. En fait, l'itinéraire va changer à chaque édition de la course, mais en moyenne, c'est à peu près 1900 km à faire dans un maximum de 15 jours. Donc, il y a un temps limite, il y a 4 checkpoints aussi à passer pour arriver au bout. Fait que c'est vraiment une course à proprement parler. Ouais, puis est-ce que tu sais à peu près combien il y a de dénivelé? Je pense qu'il y a, tu sais, je pourrais retourner dans mon parcours, mais je pense qu'il y a à peu près, continuons la Ouais. discussion, puis Non, c'est juste parce que, tu sais, c'est mettons énorme. 1900, tu sais, ça. Je pense qu'une des affaires que les gens doivent comprendre, c'est que c'est le Kyrgyzstan, tu sais, c'est très, 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 très montagneux. Puis, fait que, tu sais, c'est pour ça, je pense que le gros du défi, c'est pas tant le 1900. Ben, le 1900 est un défi en soi, mais que le type de la géologie locale est vraiment fait partie du défi. Exactement, c'est des chemins qui sont hyper accidentés, puis c'est fortement suggéré de faire ça vraiment en vélo de montagne avec une suspension. Puis pour répondre à ta question, le trajet de 1900 km cette année, ça faisait à peu près 27 000 mètres de dénivelé positif. Ouais. Je trouve que c'est pas tant que ça. Je suis comme, hein, il me semble que ça sonne pas beaucoup. Au jour le jour, ça montait en tabarouette. Ouais, non, mais je sais pas, 27 000, c'est quoi? C'est 3 Everest un par-dessus l'autre? Ah ben là, ouais, vu de Non, mais même. si on remet en contexte, en tout cas, ça me semble énorme. Puis toi, c'était quoi ton objectif en allant à la Silk Road? Ben, c'est ça. Étant donné que j'avais beaucoup de lacunes au niveau justement de course à vélo, de performance, de rouler de très longues heures sans s'arrêter, je savais que je ne pouvais pas viser de grandes choses. Mes forces étaient plus au niveau de l'autonomie, puis de la capacité d'adaptation, de la persévérance aussi. Mais moi, je me suis dit, juste d'aller faire ça, ça va être un défi en soi. Fait que je me suis dit, si je termine la course dans les temps, ça va être ma réussite. Puis à la blague, je disais, mon objectif, c'est de terminer en dernière position, vraiment. J'ai aucun autre objectif. Puis ça, c'était vraiment sincère en moi. Tu sais, j'ai jamais eu vraiment d'esprit de compétition, d'arriver avant quelqu'un d'autre durant la course. Puis je pense que ça m'a aussi beaucoup aidé au jour le jour à ne pas stresser justement sur l'aspect plus justement de performance, quoique il y avait quand même des délais très, très, très serrés. Tu sais. Mhm. Puis, dans le fond, tu disais que ça prenait un bike de montagne avec suspension avant. Toi, je pense qu'on voit un gravel en arrière, mais c'est quel genre de monture que tu as choisi? Oui, en fait, on le voit là, juste ici, là, Ah, ok, ouais. en dessous. J'ai choisi, puis c'est ça, tu sais, on suggère un mountain bike, mais évidemment, ce n'est pas une obligation. J'ai vu des gens qui avaient un vélo plus de gravel bike, puis c'est pas interdit non plus, mais
wow, j'admire ces gens-là. Donc, moi, j'avais un vélo, un Panorama. Un vélo, le modèle, c'était Taiga. C'est un hardtail. Puis, avec Simon, justement, de chez Panorama, après plusieurs discussions, échanges d'idées, on a décidé de mettre une suspension à l'avant. Donc, c'était le setup général. Les pneus, c'était des 700 par 55 de René Hers. Donc, un pneu qui revient à je pense, 2,2 pouces. Assez polyvalent. Puis le vélo, c'est sûr que j'ai misé sur la durabilité, la fiabilité plutôt que la légèreté parce que justement, vu mon objectif de ne pas faire un temps de fou, je savais que je pouvais me permettre un peu plus de poids. Fait que c'est pour ça qu'on en est venu à ce setup-là. Très cool. Je t'écoutais, puis là, j'ai perdu le fil de mon propre podcast. OK, le type de monture choisi. Ah ouais, dans le fond, puis les équipements que tu as mis dessus, c'était quoi? Ça ressemblait à quoi? Parce que, tu sais, mettons, tu pars 15 jours. Fait que, tu sais, j'imagine que tu avais une tente, tu avais, tu sais, comme vraiment un équipement lourd. Exactement. Puis c'est ça. Je trouve qu'il y a quand même, tu sais, des gens que j'ai côtoyés durant la course, il y a comme quand même plus. On pourrait séparer ça en deux genres de setup, si je peux dire. Tu as les gens qui sont beaucoup plus légers, qui sont vraiment en bivouac, pas de, tu sais, avec des vélos plutôt en carbone, pas beaucoup d'équipement. Puis l'autre gang un peu plus lourd avec les avantages des désavantages. Fait que j'en faisais partie. J'avais évidemment une tente, une place qui était relativement compacte, mais quand même, ça prend de la place. J'avais un matelas de sol, un sleeping bag moins 5 degrés. Ça, c'est quelque chose qui est obligatoire aussi. Il y a certains items, dans le fond, quand on participe, que ce n'est pas négociable. On doit absolument avoir ça, dont le sleeping moins 5 au minimum, en fait, soit moins 5 ou plus froid. Puis sinon, j'avais un réchaud. J'avais quand même pas mal de nourriture aussi. Puis j'avais des vêtements pour être prête pour vraiment, d'après moi, justement du moins 10 à du plus 40. Tu sais. Fait que ça fait quand même beaucoup de choses au final. Puis mon setup, j'avais pas de. En fait, j'avais un sac Arkel à l'arrière. Puis j'ai utilisé des racks, des mounts, en fait, pour la suspension avant, Old Mountain. Mountain, je pense que ça s'appelle, qui venait sur la suspension. Donc, c'est quand même. Puis c'est un setup que j'ai l'habitude de rouler, fait que j'avais confiance aussi en cette organisation-là de bagages et tout, tu sais. Ouais, parce que dans le fond, tu peux pas arriver là puis dire, mettons, je vais le tester rendu là-bas parce que c'est un peu suicidaire d'arriver puis de dire, je vais tester un nouveau rack que j'ai jamais essayé. Ouais. Bien que j'ai fait des petits ajustements de dernière minute, j'avais quand même tout testé avant de partir. Mais il y a toujours un stress aussi là, quand on arrive à destination, qu'on remonte le vélo et tout. Surtout dans un endroit comme ça où il y a très peu de magasins de vélo, en fait, dans la capitale, où est-ce qu'on est parti. Il y avait un très bon bike shop qui était recommandé par les organisateurs, mais sinon, en cours de route, il n'y a rien, absolument rien. Fait qu'il faut vraiment pas se fier à ça. Il faut se fier seulement qu'à soi-même. Ouais, c'est ce qui m'amène, dans le fond, à la prochaine question, tu sais, tout ce qui est entretien. Parce que, tu sais, mettons, une chaîne, on sait que ça dure, mettons, jusqu'à 4000, entre 2 et 4000 kilomètres, mais là, tu sais, c'est des conditions poussiéreuses, beaucoup d'élévation. Fait que j'imagine, tu as dû prévoir ça, ton entretien pour autant de kilomètres? Oui, j'ai fait des petites erreurs aussi que j'ai réalisées en cours de route, mais tu sais, faut dire d'abord que mes connaissances mécaniques ne sont, tu sais, je suis autonome pour les trucs de base, mais je suis pas une mécanicienne dans l'âme, fait que tu sais, je savais que je pouvais pas non plus tout faire. Je m'étais préparée aussi au préalable, justement en me disant, aïe, il y a tellement de choses que je serais un petit peu pognée. Tu sais, j'ai téléchargé beaucoup des genres de manuels mécaniques, vélo, hors route et tout, pour avoir accès à de l'information s'il m'arrivait un pépin que je ne pouvais pas réparer, tu sais. Mais, tu sais, j'avais de quoi pour, évidemment, les crevaisons, réparer les crevaisons, réparer les tubeless. J'avais des quick links. J'avais pas de chaîne supplémentaire. J'avais des rayons supplémentaires, des câbles
de vitesse supplémentaire, mais pas tant de choses que ça, finalement, tu sais. Puis, Ouais. oui. Non, vas-y, continue. Une des erreurs que j'ai faites aussi, c'est de négliger un peu les problèmes. Par exemple, j'ai amené juste une paire d'extra pads de frein. Puis, il y a une descente incroyable qui est arrivée au jour, je pense que c'était le jour 3 après le checkpoint. Puis ça descendait. C'était sans fin. C'était vraiment intense. Puis moi, je ne suis pas la personne la plus confortable en descente. Je suis à l'aise, mais souvent, je vais être comme à l'arrière du groupe parce que j'ai un petit peu peur, tu sais. Puis là, arrivé à la fin de cette descente-là, je me dis, oh my God, mes freins. Puis là, je me suis mis à paniquer sur les freins. Puis en regardant mon inventaire, je me suis rendu compte que j'avais juste apporté une paire d'extra, bien que j'aurais peut-être pas eu besoin de la deuxième, mais j'étais comme souvent on change tout en même temps, tu sais, puis c'est des choses qui sont pas lourdes. Des patchs à pneus, je me suis rendu compte que je n'avais pas amené assez dans l'optique que je devais mettre un pneu, une chambre à air, sur ma roue. Tu sais, moi, je roule tubeless tout le temps, fait que, tu sais, je compte pas trop les patchs, mais Non, c'est ça. ça. Une fois que tu as des flats, tu peux en avoir plusieurs, puis les patchs, ça peut partir plus vite que prévu, tu sais. Ouais, non, 100%. Puis, non, c'est ça, j'allais te poser la question des brake pads parce que justement, tu sais, avec 3 Everest de haut, ça prend du brake pad, puis tu l'avais pas nommé, fait que c'est pour ça que je te coupais tantôt. Mais, puis t'avais-tu une certaine angoisse? Parce que, tu sais, mettons, moi, ce serait ma principale angoisse de me retrouver à une place parce qu'il n'y a pas de Wi-Fi. Tu sais, parce que la chaîne YouTube de Parktool, là, tu peux démonter un bike, le remonter, puis s'il n'y a pas de problème, mais quand tu n'as pas cet outil-là, je veux dire, ouais. Ouais, mais tu sais, en même temps, je dirais qu'à peu près la moitié du temps, il n'y avait pas de réception cellulaire, fait que c'est pas si pire non plus. OK. Mais tu sais, ça m'est jamais arrivé d'avoir un problème mécanique qui fait en sorte que tu peux absolument pas rien faire. Tu sais, c'est vraiment, tu sais, dans ce temps-là, tu fais quoi? Évidemment, tu sais, en cas de grave urgence, tu peux contacter les organisateurs sur le InReach, en fait, qui est la balise obligatoire. Mais j'imagine, c'est la débrouillardise 101. Puis, tu sais, j'ai côtoyé quelqu'un dans la course qui, lui, a eu son pneu a carrément déchiré sur une bonne longueur. Puis, à la fin, là, il était à bout de ressources. Il a mis comme plein de foin là-dedans, puis genre d'herbe. Il a essayé de rouler avec ça. Ça n'a pas fonctionné, tu sais, mais c'est ça. Il faut vraiment se préparer avec la notion qu'on va être très, très isolé et très limité en ressources, tu sais. Ouais. Puis, fait que là, je pense que ça fait pas mal le tour de mes questions plus équipement technique. Comment ça s'est passé pour toi? Ben, comment ça s'est passé pour moi? Il faut dire que dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que j'ai abandonné la course 165 km avant la fin. J'ai été parmi les dernières personnes à abandonner si près du but parce que j'étais vraiment au bout de mes ressources physiques et mentales. J'avais plus d'énergie, j'avais plus de motivation, j'avais comme tout donné, puis j'ai abandonné à ce moment-là. Mais malgré ça, sommairement, ça a tellement bien été. Je me sens tellement choyée, genre, que l'expérience ait bien été. C'était super difficile. C'était vraiment chaque jour un énorme défi. Mais jusqu'à, je te dirais, là, le dernier 36 heures qui ont été vraiment une épreuve à surmonter. Le reste du temps, j'étais comme, OK, c'est difficile. Genre, je trouve ça vraiment dur, mais j'arrivais à me rappeler que c'était juste du vélo, que j'étais dans un endroit extraordinaire, puis que j'étais en sécurité, en santé, j'allais bien, tu sais. Fait que ça a vraiment bien été, mais je reste encore à ce jour déçue de ne pas avoir pu compléter les 165 derniers kilomètres. Ah, ça doit tellement être crève-cœur. Tu disais que c'était 1900, fait que 165, tu sais, c'est comme 95% du tracé quasiment qui est fait, là. Exactement, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que sur ces 165 km-là, il y avait une section de 16 km à faire en hike-bike qui allait probablement me prendre à peu près 8 heures pour faire ces Ah ouais, 16 OK. km-là. Fait que
c'est juste d'entrevoir cette difficulté-là qui arrive, c'est comme, oh, je pourrais jamais passer ça, là, tu sais, c'est ça, puis c'est ça, il y a un certain avantage. Moi, durant cette course-là, je suis vraiment restée plutôt à l'arrière du peloton, ce qui amène un certain avantage parce que justement, au travers des médias sociaux, la course est très bien commentée et tout par les organisateurs. Fait que je pouvais quand même très bien savoir ce qui m'attendait puisque les gagnants, les gens en premier, l'avaient déjà passé. Fait que ça m'a quand même beaucoup aidé, mais ça m'a aussi permis de me rendre compte que OK, je sais ce qui m'attend, Ouais. ça sera pas possible, tu sais. Ça doit être démoralisant le bout parce que tu sais que tu as 16 km de hike bike à faire. Ouais, c'est ça. Quand t'es un peu craqué mentalement, là, tu sais que t'es rendu à ce point-là dans ta course puis que tu as 16 km à marcher, c'est sûr que c'est rough. Exactement, exactement. Côté nutrition, parce que tu sais, on l'a dit, c'est un pays qui est totalement différent de tout ce qu'on connaît, je pense, puis spécialement d'un point de vue nutrition. Qu'est-ce que tu mangeais? Parce que tu sais, tu peux pas amener 15 jours de gel puis de bar. J'ai quasiment fait ça, j'exagère, Ah ouais? mais ben, en fait, moi, dans ma préparation, avant de partir, j'ai relevé 2 peurs, en fait, que j'avais durant cette course-là. La première peur, c'était d'avoir froid. Puis la deuxième peur, c'était de manquer de pas assez me nourrir, de manquer de nutriments, puis de nourriture protéinée, puis appropriée pour qu'est-ce que je faisais, tu sais. Fait que ma façon de régler cette peur-là, c'était d'en apporter quand même pas mal versus d'autres personnes, tu sais. Fait que ce que j'avais préparé avant de partir, en fait, c'est un gruau que j'ai élaboré une recette avec une nutritionniste, on a fait les apports et tout, là. J'ai apporté ça. C'était vraiment super nourrissant. J'en avais calculé pour 15 jours. Ce qui prend quand même du poids. Puis j'avais aussi j'avais apporté des poudres Upica, en fait. Upica, ouais, c'est ça. Eux ont des produits vraiment faits pour le longue distance. Fait que j'avais des glucides que je prenais en cours de journée. Puis une poudre de récupération que je prenais le soir. Mais tout était calculé, tu sais, pour vraiment les 15 jours, là, pas le sac au complet, là, évidemment. Là. Mais puis aussi, à part de ça, j'avais de la protéine végétale texturée. C'est un genre de tofu séché. Puis j'avais du parmesan en poudre. Pourquoi j'avais ça? Je me disais, d'après ce que je comprends, je vais probablement manger des ramen presque tous les soirs. Fait que j'étais comme ça va me prendre une protéine à ajouter dans un ramen ou dans des patates pilées. Je savais qu'il y avait des patates pilées en poudre qu'on pouvait trouver là-bas. Fait que j'essayais de upgrader en fait ce que j'allais trouver sur place. Ça a quand même bien été au jour le jour. Les points de ravitaillement n'étaient pas si loin que ça. À peu près chaque jour, là, ou au jour et demi, on pouvait trouver un endroit, mais ces endroits-là sont extrêmement limités. Là. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Là? C'est vraiment, à moins que ce soit dans des plus grandes villes, ça va être justement des bars, des genres de biscuits, du pain, des nougats, rien de super nutritif. Fait que c'est ça, faut pas. Puis une fois à force d'en voir, là, tu en vois un ou deux petits magasins, tu comprends au final, ça va être quoi pour les 15 prochains jours. Là. Puis aussi, d'autres difficultés que j'ai vécues par rapport à ça, c'est qu'en étant dans les dernières personnes à passer, souvent on arrivait dans des endroits, puis c'était plus limité aussi. Évidemment, il y a 175 personnes qui sont passées avant toi dans un village super reculé. C'est sûr qu'il faut s'attendre à un petit peu moins de choix, mais je l'avais anticipé aussi en avance. Fait que c'est ça, moi j'avais décidé d'avoir un réchaud justement pour mes aliments, mais à bien y penser, c'est peut-être pas si nécessaire que ça, tu sais. Puis on sait qu'un réchaud avec le gaz et tout, ça prend la gamelle, ça prend beaucoup de place. Mais tu sais, je pense qu'il y a moyen quand même de développer d'autres recettes, d'autres régimes. Je sais que j'ai roulé avec quelqu'un qui, lui, ses soupers principalement, c'était chips et fromage. Quoi de plus luxueux? Audacieux pour. Ouais, je sais pas.
Mais toi, t'as-tu dit que t'avais pas de réchaud? Oui, j'en avais un, c'est ça. OK, Oui, OK. oui, oui. Parce que justement, pour mon gruau le matin, mon café Ouais. pour me réchauffer le matin, les ramen le soir. Ouais. Parce que j'ai vu ça, quelqu'un qui faisait tout en cuisson en température pièce une fois. Puis, tu sais, dans le fond, c'est qu'il mettait de l'eau dans son gruau, mettons, puis ça prenait juste comme, mettons, toute la nuit, ben, tu sais, comme un overnight oatmeal, mais il pouvait faire ça aussi avec du riz puis d'autres choses. Puis, j'étais comme, c'était cute, mais ouais, j'aurais pas fait ça. Tu sais, mettons, tu manges tout froid, tout le temps surgonflé, tout genre, ouais, triste un peu. Ouais. Ils appellent ça le cold soak, en fait, là, je pense, là. Ben, c'est ça. Je pense qu'il faut développer des recettes au préalable. Je ne l'ai jamais testé, mais moi, je suis quelqu'un qui a mangé, même un ramen, j'en ai pas été, tu sais, je suis encore capable d'en manger, là, même si j'en ai OK. mangé. J'aime ça comme cuisiner, manger quelque chose de réconfortant, mais le point négatif de ça dans le contexte de la course, c'est que le matin puis le soir, je sortais mon réchaud, je faisais bouillir mon eau. Alors qu'une autre personne à côté de moi, elle, le matin, a pas de, c'est Hmm, plus vite, c'est moins de gestion de nettoyer la vaisselle ou ouais. c'est quand même, ça demande une couple de minutes de plus dans ta journée. Fait que c'est ça, c'est peut-être ça aussi le petit bémol. Hmm. Mais, Si c'était à refaire, mettons, tu pouvais retourner dans le temps puis tu avais une chose que tu pourrais, ou des choses que tu pourrais faire différemment, qu'est-ce que tu aurais fait différemment? ben, tu sais, c'est facile de dire, admettons, ah, si j'avais retourné, si je retourne dans le temps, ah, j'aurais vraiment dû m'entraîner plus avant de partir, cibler Mhm. tel problème. Mais ça, c'est comme la réponse facile qui est d'une évidence, en fait. Mais je me suis pas entraînée plus avant de partir. Mais durant la course, qu'est-ce que j'aurais aimé faire différemment? C'est comment mon abandon s'est déroulé. C'est que je savais que j'allais abandonner depuis le matin. Je me suis levée et j'étais comme, c'est sûr que dès que j'arrive au village, je vais abandonner, je vais envoyer un message à l'organisateur. Puis toute la matinée, j'avais plus de force. J'ai pris une éternité à faire genre 25 km. Puis la première chose que j'ai faite en arrivant au village, j'ai envoyé mon message, j'abandonne, je suis ici. T'sais. Puis là, j'étais comme, après ça, je m'en vais m'asseoir. Il y avait un restaurant. Je comprenais rien de ce qui était écrit sur le menu. Hein. C'est un autre alphabet. Je suis comme, j'ai juste pris la chose la plus chère. Je me disais, ça va être le repas le plus gros. J'avais vraiment faim. Parce que j'ai manqué un petit peu de nourriture la dernière Mhm. journée. J'ai mal géré le temps que ça allait me prendre. Fait que je suis arrivée là, j'étais affamée. Je me suis assise, j'ai pris mon temps, j'ai tout mangé. Tout le monde me trouvait un petit peu intense. Puis là, après ça, j'ai fait comme, je me sens comme, je me sens mieux, ça va bien. Je ferais juste une petite sieste, puis je serais peut-être, j'aurais dû retourner, j'aurais dû continuer, tu sais. Puis oui, j'aurais terminé la course hors délai, mais j'aurais peut-être aimé continuer finalement, tu sais. Mhm. Mais c'est pas ça qui est arrivé dans les médias. J'en avais tellement plein. J'étais vraiment Ouais. au bout de mes limites. Puis j'ai pas vu clair, j'ai pas vu les options. J'étais fatiguée, j'avais faim, puis c'est ça. Mais bon, quand même, j'ai peut-être arrêté aussi au bon moment parce qu'après ça, j'ai pas eu de séquelles physiques non plus. J'étais contente de retourner sur le vélo, puis j'ai la même passion, puis je me sens bien, en forme. Donc, ça aussi, c'est important. Je n'ai pas Ouais, détruit ouais. mon corps en faisant ça. Ouais, ou ta motivation, tu sais. Vraiment, ma motivation, ah ouais, parce qu'à la fin, là, j'étais comme en colère contre l'organisateur. Mais tu sais, c'est ridicule. J'étais comme, pourquoi il fait ça? Pourquoi? Je veux Ouais. dire, ce défi-là, ça fait partie de pourquoi on va faire cette course-là. Fait que, tu sais, j'étais en colère, c'était ridicule, ça n'avait pas rapport pantoute, tu sais. Mais, puis là, aujourd'hui, je suis comme, ah ben, tu sais, j'y vois plus clair, puis c'est vraiment. Parce que, tu sais, si tu reviens puis tu découpes le B6, c'est un peu plate. Tu sais, tu décides que tu n'es plus jamais sur le bike. Mais non, ben, je pense que c'est ça qui arrive quand tu DNF, tu sais, c'est tout le temps l'affaire, tu te dis, quand tu redeviens en forme, tu te dis, ah, à voir si j'aurais fini, tu sais. Mais dans le moment présent, t'es tellement rendu cassé, puis tu sais, c'est plus continuable, puis c'est probablement la bonne chose, mais au final,
Ouais, c'est bien délicat tout ça. Puis, c'est ça, on ne sait pas ce qui aurait pu arriver. Tu sais, la fatigue extrême, même si je fais une sieste de 2, 3, 4, 5 heures, la fatigue extrême, ça a beaucoup d'effets secondaires. Ça atteint notre capacité à analyser les obstacles aussi et tout. Tu sais, ça peut en venir un peu dangereux. Puis, moi, j'avais vraiment pas beaucoup d'expérience non plus, justement, dans le pousser mes limites à cet extrême-là. Fait que c'est des apprentissages aussi pour les prochaines fois qui seront probablement plus modestes. Puis, ton plus beau souvenir, ce serait quoi? Mon plus beau souvenir, c'est drôle parce que sur le coup, j'y voyais peut-être pas assez clair. Puis, il y a plusieurs semaines, on a reçu les photos officielles, la galerie de photos officielles des photographes qui ont suivi la course. Puis, quand je suis plongée dans ces photos-là, puis, tu sais, c'était comme aïe, aïe. On dirait que c'est là, en voyant les paysages sous un œil un peu extérieur, je me suis rendu compte, je peux pas croire que j'ai roulé à ces endroits-là. Ça a été, c'est drôle, mon coup de cœur. Je pense que je l'ai vécu à retardement parce que dans la course, j'étais tellement concentrée, tellement imprégnée, mais c'est vraiment après coup, en regardant ces images-là, c'est un endroit extraordinaire. Chaque kilomètre est complètement hallucinant au niveau des paysages, de l'environnement. C'est vraiment un autre monde, puis qui ne déçoit pas si on va être impressionné par la vie. Ouais. Mais non, ça a l'air magnifique. Puis, dans le fond, pour conclure, qu'est-ce que tu prévois en 2025? Ben, en 2025, je prévois assurément pas refaire ce genre d'événement-là qui demande un énorme investissement, autant en temps qu'en argent, on est dévoué à ça, puis ça amène beaucoup de stress. Ça m'a quand même un peu stressé dans la préparation. Mais cette année, en 2025, j'aurais voulu participer à un événement qui est un petit défi. C'est la Florida Divide. En fait, c'est un grand départ. Hein. Il n'y a pas de temps limite pour faire ça, qui part du nord de la Floride jusqu'au sud. Puis, je m'étais dit, j'attendais de voir les élections, qu'est-ce que ça allait donner. Puis, si j'allais vouloir aller là-bas d'après le résultat. Puis, je t'avoue qu'en date d'aujourd'hui, je me questionne si je vais garder ce plan-là. Ouais. C'est quoi? Ouais. Non, c'est sûr que... Ouais, c'est sûr que c'est un autre monde maintenant, mais... Exact, mais c'est ça. Je me cherche un projet qui va être facile, où je ne me casserai pas la tête et qui ne sera pas non plus trop loin, tu sais. Fait que, en étant en Amérique du Nord ou à Montréal, on est quand même limité. Il n'y a pas tant de place qu'on peut aller à moins de 5 heures d'avion, tu sais. En effet, on est très isolé. Ou est-ce qu'il y a du potentiel pour faire vraiment du vélo d'aventure, évidemment? Ouais. Ben, je pense que ça fait le tour de toutes mes questions. Ouais, ça fait le tour. Fait que je te remercie beaucoup pour ton temps. Ben, ça me fait plaisir. Puis, ben, écoute, si tu fais d'autres aventures, n'hésite pas à m'écrire. Moi, je serais bien intéressé à entendre parler de ces aventures-là. Parfait. J'ai toujours un plan n'attend pas l'autre. C'est ça ma vie. Fait que oui, assurément, il y aura d'autres aventures. Fantastique. Bon, ben, un gros merci. Salut, bonne journée. Bye. Bye. C'est ce qui conclut notre épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à la fin. Et encore une fois, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et me laisser une note, idéalement 5 étoiles, afin de me donner un petit boost dans l'algorithme. Et sur ce, je vous dis à dans 2 semaines. Merci.